Lorsque nous parlons aujourd'hui de femmes, en réalité, nous parlons très rarement de femmes elles-mêmes. Nous parlons bien davantage d'idéologie d'attente et de cette pression invisible qui cherche à nous dire ce que signifie être une femme au XXIe siècle. Le monde contemporain affirme qu'une femme est libre si elle est totalement indépendante, qu'elle a de la valeur si elle suit le même chemin que les hommes, qu'elle est forte si elle n'a besoin de personne, si elle ne s'attache pas, si elle ne choisit pas des rôles traditionnels. Ce message est omniprésent dans les médias, dans l'éducation, dans le discours public. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, une question s'impose. Est-ce que vraiment c'est la liberté ou simplement une nouvelle forme d'exigence qui est limitée toute autant, mais sous une autre apparence? Les idéologies modernes, en particulier les courants de plus en plus radicaux de féminisme, promettent de libérer les femmes. Pourtant, en parallèle, elles démantèlent discrètement quelque chose qui, pendant des siècles, a donné sens et stabilité à l'exigence féminine. Elles présentent le soin comme une faiblesse, la maternité comme une contrainte, la famille comme une structure d'oppression. En réalité, le féminisme aujourd'hui ne renforce plus le rôle des femmes, mais sur la promesse d'une liberté illusoire les oblige à remplir à la fois leur propre rôle et ceux des hommes. Il suggère que la femme ne doit pas seulement avoir sa place dans le monde des hommes, mais qu'elle doit s'y prouver, construire une carrière, être en compétition, performer en permanence, tout en assumant les responsabilités familiales, maternelles, domestiques et relationnelles. Et tout cela est présent comme une libération. Mais quelles en sont les conséquences? Les femmes portent un fardeau toujours plus lourd. Elles doivent être à la hauteur partout, dans le monde du travail, à la maison, dans l'éducation des enfants, comme épouse, comme mère. Et malgré tout, elles ont le sentiment de ne jamais être suffisantes. Il n'est donc pas surprenant que cela mène non pas à l'épuisement, mais à la fatigue, à la frustration et à un sentiment de vide. Car vouloir être tout à la fois, c'est risquer de n'être pleinement présente nulle part. Si l'on accepte ces prémices, on se retrouve dans une situation étrange. La valeur d'une femme ne semble mesurable que par sa proximité avec les rôles masculins, comme si la féminité en soi ne suffise pas, comme si elle devait sans cesse prouver qu'elle n'est pas moi, mais au moins autant. Mais la vraie question ne peut être pas de savoir si la femme est moi ou plus, c'est de se demander pourquoi il faudrait comparer. Pourquoi forcer la femme à se mesurer selon des critères masculins? Pourquoi devrait-elle entrer en compétition avec les hommes? Et surtout, pourquoi les hommes et la femme devraient être rivaux? La réalité est qu'ils ne le sont pas. Ils n'ont pas été faits pour les mêmes rôles et le bonheur ne réside pas dans l'imitation mutuelle. Si l'on regarde l'histoire sans l'idéaliser, mais en cherchant à la comprendre, on voit que l'homme et la femme n'existent pas l'un contre l'autre. Ce n'était pas une compétition. Ils se complétaient. Leur rôle était différent, mais cette différence ne signifie pas domination ou subordination, mais coopération. La femme n'était pas simplement à la maison, elle en était le centre, la force qui maintenait l'ensemble. Elle n'était pas un personnage secondaire, mais l'un des piliers essentiels de la communauté. Sa présence apportait sécurité, ordre et continuité. Bien souvent, c'était sa force qui maintenait la famille et à travers elle toutes les communautés. Aujourd'hui, au contraire, on suggère souvent que cela ne suffit pas, qu'une femme qui accorde de l'importance à la famille, à la maternité, aux soins, renonce à quelque chose, qu'elle ne s'accomplit pas pleinement, qu'elle choisit moi. Mais cela n'est pas une libération, c'est une nouvelle forme de pression, une vision qui prétend offrir un choix, mais qui oriente en réalité dans une seule direction. Le discours féministe ne propose pas simplement de nouvelles possibilités, il dévalorise souvent les formes traditionnelles de vie féminine. Il ne dit pas qu'il existe plusieurs chemins, il insinue que certains devraient être honteux. Il vaut la peine de se poser une autre question.
À qui profite l'affaiblissement des communautés traditionnelles de la famille des identités stables? Nous vivons dans un monde globaliste où les frontières s'affichent non seulement entre les pays, mais aussi au niveau des identités. Moins une personne est enracinée, plus elle est malléable, plus elle est facilement intégrable dans un système uniforme. Dans ce système, la femme n'est plus d'abord une femme, mais un acteur économique, une force du travail, une consommatrice, un chiffre dans une structure plus vaste. Et pendant qu'on lui dit qu'elle est libre, elle perd quelque chose d'essentiel, le sens de son propre rôle. Il y a aussi une question très concrète dont on parle étonnamment peu. Le féminisme affirme souvent que sans lui, la femme serait condamnée à rester à la maison, qu'elles sont faites pour plus que guérir en foyer, que la carrière et la réalisation personnelle dans le monde extérieur sont véritables accomplissements. Mais si l'on dit cela, il faut aussi poser une question simple et dirigeante. Qui restait à la maison? Qui construit ce que l'on appelle un foyer? Qui crée cette sécurité dont chacun a besoin? Qui offrait à la génération suivante la stabilité émotionnelle sur laquelle elle pourra se construire? Car un foyer n'existe pas de lui-même. Il est créé. Il demande du temps, de l'attention, de l'énergie et une présence réelle. Et si tout le monde court vers l'extérieur à la recherche de reconnaissance, alors tôt ou tard, il ne restera plus personne pour entretenir cet espace intérieur. La question n'est donc pas de savoir si la femme peut être plus que ce que l'on pensait. Mais si on voulait être plus, nous ne perdons pas quelque chose d'essentiel. Car si le foyer disparaît, ce n'est pas seulement un rôle qui disparaît. C'est tout un système de sécurité qui s'effondre. Il est aussi difficile d'y voir clair aujourd'hui parce que le monde moderne a profondément transformé notre quotidien. Nous vivons majoritairement en vie. Nous travaillons, moi aussi comme les hommes, nous fonctionnons dans le même système, au même rythme. Et à la maison, les différences entre les rôles deviennent presque invisibles. Passons à quelque chose de simple, d'ancien, presque oublié aujourd'hui, l'abattage du cochon. Une tradition que beaucoup de étudiants ne connaissent plus que de nom. Dans une telle situation, il n'y a pas de question sur qui fait quoi. Et à ce moment-là, on ne ressent pas. Je suis enfermée dans un rôle, bien au contraire. Personnellement, je ne me sens pas limitée en tant que femme, je me sens soulagée. Je reste volontiers, simplement, dans la cuisine. Si j'ai froid, l'on me coupe de bois et prend soin de moi. Et en retour, s'il est fatigué et affamé, je prends soin de lui. Ce n'est pas une relation de domination, c'est de la réciprocité. Ce n'est pas de l'oppression, c'est de l'ordre. Mais cela, il est difficile de le voir dans un appartement moderne, parce que là, on montait le chauffage et on commandait à manger. Et peu à peu, on oubliait comment la vie fonctionne réellement. Il y a aussi un autre aspect de cela. Alors que les femmes sont de plus en plus encouragées à adopter les rôles masculins, les hommes, eux, perdent progressivement la certitude de leur propre rôle. Les rôles traditionnels s'inversent lentement. On retire souvent aux hommes leur force, leur responsabilité, leur posture de guide. Et les femmes, elles, sont poussées à devenir plus dures, plus masculines, plus dominantes. Et de cela n'est pas un monde plus harmonieux, mais un monde plus confus, plus tendu et finalement plus malheureux. Il n'est pas non plus vrai qu'aujourd'hui en Europe, les femmes seraient enfermées dans la cuisine. Les objectifs pour lesquels les premières féministes se sont battues, le droit de vote, la reconnaissance juridique, l'égalité fondamentale, ont été atteints depuis longtemps. Le véritable danger aujourd'hui est plutôt de tomber dans l'excès inverse et de remplacer l'équilibre par une nouvelle forme d'injustice où les rôles et la dignité des hommes deviennent secondaires.
Le féminisme moderne est souvent utilisé pour opposer les hommes et les femmes, pour maintenir une suspicion constante entre eux, pour que l'homme ne soit plus un partenaire, mais un adversaire, et que les hommes ne soient plus une alliée, mais une partie blessée. Et lorsque cela fonctionne, c'est l'institution la plus fondamentale de la société, la famille, qui commence à se fissurer. Tout cela n'est pas indépendant de la crise plus large que nous observons aujourd'hui en Europe. L'identité religieuse a déjà été largement affable ces dernières décennies. Et aujourd'hui, ce sont les identités nationales et sexuelles qui sont remises en question. Le féminisme devient aussi utile dans ces processus en contribuant à dissoudre l'ordre naturel, souvent au nom de la liberté. Et il est également intéressant de constater que le monde libéral est déjà en partie allé au-delà du féminisme. Des dynamiques sont apparues qui ne remettent plus seulement en question les rôles traditionnels, mais l'identité sexuelle elle-même. La théorie du genre et l'idéologie transgenre s'attaquent désormais au fondement même de la réalité. Et cela crée une situation paradoxale. Les féministes classiques entrent aujourd'hui en conflit avec des activistes qui exigent que les femmes considèrent aussi des hommes comme des femmes ou qui remettent en question les espaces féminins eux-mêmes. Cela montre clairement que lorsque l'on commence à déconstruire l'ordre naturel, il devient très difficile de s'arrêter. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons rester passifs. Mais au contraire, cela signifie qu'il faut dire encore plus clairement que nous devons nous opposer non seulement au excès du féminisme, mais à toute idéologie qui cherche à relativiser le fondement de la nature humaine. C'est ici que la figure Jeanne d'Arc devient particulièrement intéressante. Aujourd'hui, beaucoup la présentent comme une femme hors norme, une guerrière qui aurait quitté son rôle féminin pour devenir grande. Comme si son exemple prouvait qu'une femme n'est peut-être vraiment importante qu'en devenant d'une certaine manière semblable à un homme. Mais si l'on regarde son historique de plus près, on voit exactement le contraire. Jeanne d'Arc n'était pas forte parce qu'elle a rejeté sa féminité. Elle n'est pas entrée dans l'historique parce qu'elle est devenue comme un homme. Au contraire, sa force venait de sa foi, de sa conviction intérieure. C'était une personnalité profondément spirituelle, engagée et pure, qui ne cherchait pas le pouvoir, mais accomplissait une mission. Sa force ne venait pas de la puissance physique, mais de la foi, du courage et du sacrifice. Et ce ne sont pas de qualités masculines ou féminines, mais de vertus humaines qui peuvent s'exprimer pleinement chez une femme dans sa propre nature féminine. Jeanne d'Arc n'a pas quitté la rôle féminine, elle en élargit le sens. Elle a montré que la féminité ne se réduit pas à un seul rôle, mais qu'elle n'a pas non plus besoin d'être réunie pour accomplir quelque chose de grand. C'est une distinction essentielle. Le monde moderne suggère souvent que pour se libérer, il faut abandonner la tradition. Mais l'exemple de Jeanne d'Arc montrait que l'on peut devenir extraordinaire tout en restant enraciné dans celle-ci. Et c'est peut-être cela que nous devons redécouvrir aujourd'hui. La véritable liberté ne consiste pas à nier ce que nous sommes. Elle ne consiste pas à effacer toutes les différences pour devenir identiques. La véritable liberté consiste à assumer notre nature, notre vocation et à nous accomplir à elle. La féminité n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas un concept dépassé qu'il faudrait déconstruire. C'est une force spécifique. Fait de soins, le lien de transmission de la vie et de capacité à donner du sang et de l'ordre au monde.
Le problème n'est pas que la femme apprenne, travaille, soit indépendante. Rien de cela n'est incompatible avec la féminité. Le problème commence lorsque l'on affirme que seule cette voie donne de la valeur et que tout autre choix serait un échec. Ce n'est pas un véritable choix. C'est un espace de possibilités réduit. La souveraineté n'est pas seulement politique. Il existe aussi à l'échelle personnelle. Elle signifie que nous ne laissons pas les autres écrire notre identité, notre place. Et pour une femme, cela est particulièrement important, car aujourd'hui, trop de voix veulent nous dire que nous devons être. Et il y a encore quelque chose dont nous devons parler honnêtement entre nous. Beaucoup de femmes ont peur. Peur que sans le féminisme, elles perdent leur voix, qu'elles ne puissent plus exprimer, qu'elles disparaissent de l'espace public. Mais regardons la réalité. Je suis ici maintenant, je parle et je formule des idées. Est-ce qu'elle a prouvé qu'une idéologie m'en a donné la permission? Ou elle a prouvé qu'il existe des espaces où la femme a de la valeur, où elle a une voix, sans devoir renier ce qu'elle est? Un environnement traditionnel ne respecte pas la femme parce qu'elle devient un homme, mais parce qu'il reconnaît sa valeur en tant que femme. Et c'est à nous de la montrer par l'exemple, pas seulement par la mode, mais par la vie. Avec des hommes qui respectent la femme, avec des femmes qui n'ont pas honte de leur féminité, avec des familles où la différence n'est pas un conflit, mais un ordre. Et peut-être la pensée la plus importante peut conclure. La liberté, ce n'est pas de pouvoir être n'importe quoi. C'est de pouvoir être pleinement ce que l'on est vraiment. Et si tu peux vivre cela en tant que femme, dans ta propre nature féminine, alors tu ne perds rien. Tu retrouves simplement ce qui a toujours été à toi. Merci beaucoup.